Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Warda Kemila. Je suis actuellement doctorante à Nice, à l'Université Côte d'Azur, en sciences de l'information et de la communication. Alors, mon sujet de thèse s'intitule Demi-tout au plan d'action national contre les violences sexuelles et sexistes, analyse localisée d'un phénomène médiatique transnational. Dans ma thèse, je m'intéresse d'une part aux récentes mobilisations féministes que constituent MeToo et Balance ton port. D'autre part, je m'intéresse à la médiatisation de ces mobilisations. Et dans un troisième temps, je m'intéresse à l'impact qu'ont eu ces mobilisations en termes de politique publique. Donc, c'est vraiment le cœur de mon sujet, c'est ces trois pans, mobilisation, médiatisation, politisation. Comme l'indique le titre de la communication du jour que je vais vous présenter, le point de départ de mes recherches, c'est les mouvements MeToo et Balance ton port qui sont nés suite à la fameuse affaire Weinstein. Donc, l'affaire Weinstein, elle est née le 5 octobre 2017 lorsque le New York Times va publier une enquête dans laquelle plusieurs actrices affirment avoir été violées par le ténor du cinéma américain, le producteur Harvey Weinstein. Petit à petit, très rapidement, les langues vont se délier dans le milieu du cinéma, de telle sorte que durant tout le mois d'octobre, on va avoir des dizaines et des dizaines d'actrices qui se manifestent pour affirmer elles aussi avoir été violées par ce fameux producteur. De telle sorte qu'à la fin du mois d'octobre, Asia Argento publie une liste de 93 femmes qui ont été violées par le producteur. Donc cette affaire, elle va véritablement être à l'origine d'une indignation collective. Ça va véritablement provoquer une onde de choc, mais sans précédent. Et on peut s'interroger sur ce qui provoque justement cette indignation collective. Alors il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que ce qui choque profondément l'opinion publique dans l'affaire Weinstein, c'est le nombre impressionnant de victimes. Je viens de vous le dire, en moins d'un mois, on est déjà à près d'une centaine de femmes qui témoignent. Et ça, c'est quand même inédit. On a eu de nombreux scandales sexuels qui concernaient des personnalités publiques qui ont agité la sphère médiatique et publique les années précédentes, MeToo, que ce soit aux États-Unis ou en France. Mais on allait avoir une femme, deux femmes, parfois 5 ou 6 qui allaient témoigner, mais jamais autant. Donc, à partir du moment où on a un nombre aussi impressionnant, ça devient beaucoup plus compliqué de ne pas les croire ou de remettre en cause leurs paroles. Donc, le nombre impressionnant de victimes déjà m'a profondément choqué l'opinion, mais c'est aussi la popularité de certaines de ces victimes. Ce n'est pas n'importe qui, si je puis dire. Il ne s'agit pas de femmes anonymes, il s'agit, celles qui témoignent, c'est Angelina Jolie, c'est Gwyneth Paltrow, c'est Alyssa Milano. C'est des femmes extrêmement puissantes, parmi les plus puissantes du monde, multimillionnaires, majoritairement blanches, et des femmes qui sont adulées, admirées, tout du moins en Occident, des femmes à qui on tend à s'identifier ou à qui on veut s'identifier. Et donc, cet élément aussi de la popularité de ces femmes, de leur caractère à la base puissant, contribue également à choquer l'opinion publique. Et le dernier élément qui peut expliquer cette indignation collective, c'est la machine à complicité gigantesque, colossale, dont bénéficiait le producteur Harvey Weinstein. Ce qui a été également mis en lumière dans cette affaire, c'est la complicité tacite ou directe de tout le cinéma américain. On parle des Oscars, des Césars qui couvraient les agissements du producteur. On parle des agents de Weinstein qui appelaient les jeunes filles pour leur tendre de véritables guet-apens dans lesquels elles finiraient par être violées. On parle d'acteurs comme Ben Affleck qui ont protégé le producteur. Et ce qui va profondément choquer également, c'est toute la machine à complicité qui se dessine dans l'affaire Weinstein, qui est mise en lumière dans l'affaire Weinstein. Pour autant, c'est une petite nuance, on ne saurait réduire finalement l'émergence de ces mobilisations ou l'indignation née par rapport à cette affaire juste en parlant des caractéristiques de cette affaire. Il y a tout un élément de facteurs conjoncturels qui explique l'émergence de mouvements de mobilisation à ce moment-là. Donc l'affaire Weinstein, elle a des caractéristiques spécifiques qui méritent d'être soulignées, mais ça n'explique qu'en partie l'émergence de ces mouvements. Donc, suite à l'affaire Weinstein, à peine 2 semaines après l'éclatement de cette affaire, on va voir apparaître les premières mobilisations de clavier. Alors, j'utilise le terme de mobilisation de clavier qui nous vient du sociologue Romain Badoir, et il utilise ce terme en fait pour parler de toutes les mobilisations qui ont lieu dans la sphère physique immatérielle, donc dans l'espace numérique, via des pétitions ou des mots dièses ou autres. Donc là, on a les premières mobilisations de clavier, les premières mobilisations en ligne, seulement 2 semaines après l'éclatement de l'affaire Weinstein, qui vont naître sur Twitter via MeToo aux États-Unis, et Balance ton port en France. Donc ces hashtags, ces mots dièses visent à inciter les femmes à partager en ligne leur expérience en matière de violences sexuelles et sexistes.
Donc, le mouvement le plus connu, si je puis dire, c'est le fameux mouvement MeToo qui a été lancé par l'actrice Alyssa Milano le 15 octobre 2017. Elle publie sur son Twitter: If you've been sexually harassed or assaulted, write Me Too as a reply to this tweet. Et à ce moment-là, ça va devenir absolument viral. Ça va connaître un succès planétaire puisque le MeToo s'exporte en quelques heures, en quelques jours, dans pas moins de 85 pays. Donc, c'est absolument colossal. Au départ, c'est les actrices principalement qui s'emparent du mot dièse MeToo, mais très rapidement, ça va être toutes les femmes de toutes sphères sociales issues de la communauté civile qui vont également se manifester. Et donc, on va voir fleurir une quantité de MeToo, MeToo, MeToo qui met l'accent finalement sur le nombre impressionnant de victimes. Je rappelle qu'en seulement 5 jours, le hashtag MeToo est repris 1,7 million de fois. Rien que sur Twitter. Sur Facebook, c'est, accrochez-vous, 12 millions de reprises dans les jours, dans la semaine qui suit le hashtag MeToo. En un an, on est à environ 17,2 millions. Donc, c'est absolument colossal. Vous vous rendez compte quand même, 17 millions de femmes, rien qu'aux États-Unis, qui se mobilisent. Donc, il faut aussi s'arrêter sur les chiffres et se dire que c'est vraiment une mobilisation extraordinaire. C'est une mobilisation vraiment de grande ampleur. Le deuxième plus grand mouvement au niveau international, c'est le mouvement Balance ton port en France. Et on pense souvent que Balance ton port que Balance ton port vient après MeToo. Or, Balance ton port précède MeToo. MeToo est publié le 15 octobre, Balance ton port est publié par Sandra Muller le 13 octobre. Et ça, c'est très important de le souligner, parce que ça veut dire que le premier mouvement de grande ampleur, les premières femmes à se mobiliser en masse suite à l'affaire Weinstein, c'est même pas les femmes américaines, c'est les femmes françaises. La première mobilisation en ligne de grande ampleur, c'est Balance ton port. Alors même que c'était une affaire à la base américaine qui aurait pu rester circonscrite au territoire américain. Mais ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire que les femmes françaises, quelque part, elles avaient énormément de choses à dire. Elles en avaient gros sur la patate, si je puis dire. Et ça explique pourquoi elles ont été vraiment pionnières dans ces mobilisations en ligne. Et donc, Balance ton port, il va être tweeté par Sandra Muller, c'est le 13 octobre. Elle va proposer un tweet dans lequel elle dit allez-y, balancez votre port, balancez vos agresseurs. Il faut savoir que quand elle publie ça, ça ne marche pas vraiment. On a à peine une centaine d'interactions, environ 500 interactions le jour même où elle publie son Balance ton port. Ça ne marche pas des masses, en fait, de telle sorte que le lendemain, donc le 14 octobre, vers 13h, elle modifie son tweet. Et là, cette fois-ci, elle ne se contente pas de dire aux femmes allez-y, balancez votre port, elle donne l'exemple. Et elle nomme notamment Éric Brion, qui était à l'époque directeur de la chaîne des médias et de France 2, si je ne me trompe pas. Elle nomme Éric Brion et elle raconte qu'il lui a dit une fois, lorsqu'elle était au Festival de Cannes, il l'a claqué contre un mur et il lui dit tu as de gros seins, tu es mon type de femme, je vais te faire jouir toute la vie. Donc là, elle rajoute le balance ton port. Et c'est à ce moment-là, au moment où elle a introduit le nom d'Éric Brion, au moment où elle donne l'exemple, que la viralité du hashtag commence à naître. C'est vraiment à ce moment-là que Balance ton port va être repris des milliers de fois dans l'heure qui suivent son tweet où elle nomme Éric Brion. Donc, c'est très intéressant de constater que ce qui a créé la viralité, le succès, en tout cas en France, du Balance ton port, c'est l'élément de la dénonciation. Et justement, c'est un élément qui a été très décrié, très controversé. On en reviendra après dans la partie médiatique. Mais concernant le Balance ton port, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est le fait que c'est un mouvement, déjà, c'est le premier mouvement d'ampleur suite à l'affaire Weinstein, et c'est une variante de MeToo qui se veut beaucoup moins lisse. On a quand même en France le mouvement de libération de la parole le plus virulent, quelque part, puisqu'on a le mot fort, on a beaucoup d'insultes directement dans les mots de la campagne, ce qu'aucun autre pays n'a fait. Soit on avait des pays qui reprenaient le MeToo et qui le traduisaient, comme en Espagne avec Lyo Tambien, soit on avait des pays qui créaient leur mot dièse, comme en Angleterre avec Be Brave. Mais aucun mot dièse dans les autres pays ne contient finalement d'insultes ou de termes aussi virulents que ce n'est le cas en France avec le balance ton port. Et avec en plus cet élément de la dénonciation publique dans les tweets qui est particulier et caractéristique du mouvement français. Donc en seulement 3 jours, pour vous donner un ordre d'idée, Balance ton port va atteindre plus de 200 000 mentions sur les réseaux sociaux pour des dizaines de milliers de tweets. Donc là encore, c'est colossal. Ça devient le 3e tweet le plus relayé en France
à sa sortie. Et en un mois, c'est 1,5 million de tweets. On ne parle que des tweets, on ne parle même pas de Facebook, de Twitter. Rien que sur les tweets, c'est 1,5 million de tweets contenant ce hashtag dans les pays en France et dans les pays francophones. Donc, c'est absolument colossal. Et ce que vient finalement mettre en avant le mouvement MeToo comme Balance ton corps, c'est non seulement des éléments qui tendent à être judiciarisés, criminalisés, donc par exemple, des viols, des agressions sexuelles, mais elles dénoncent aussi tout un large spectre de comportements. C'est-à-dire qu'elles vont dénoncer les remarques salaces, les remarques déplacées, les regards objectivants, tout ce qui finalement, ce qu'elles dénoncent, c'est une atmosphère pesante, c'est une objectification constante. Et ce que semble finalement révéler en creux MeToo comme Balance ton porc, ces mobilisations, c'est le caractère répandu, généralisé de ces violences sexuelles et sexistes à l'encontre des femmes. Ce que ça montre, c'est que ça fait partie du quotidien des femmes. Et alors qu'on avait un mouvement MeToo qui allait plus s'axer sur la quantité, sur le nombre de victimes, on a un mouvement Balance ton porc qui est complémentaire puisque lui va plutôt mettre en avant les auteurs de ces violences, donc les agresseurs sexuels, en les nommant. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit focus sur le fameux MeToo en Algérie, voire effectivement se poser la question algérienne. Alors, c'est un petit peu, parler de MeToo en Algérie, c'est un petit peu spécial, puisqu'en réalité, il n'y a pas eu de MeToo en Algérie. Il n'y a pas vraiment eu, en fait, de MeToo en Algérie. C'est pas qu'il n'y en a pas vraiment eu, il n'y en a pas eu du tout. D'une manière générale, il faut savoir que ces mouvements de dénonciation, ils sont beaucoup plus présents en Occident. C'est vraiment des mouvements qui sont des mouvements occidentaux, si je dire, puisqu'ils ont un socle finalement commun au niveau culturel qui vont plus permettre l'émergence de ces mouvements à ce moment donné de leur histoire. Donc, ça touche beaucoup moins les pays africains, les pays asiatiques ou les pays d'Amérique latine, par exemple. Mais pour autant, on a quand même eu des variantes dans des pays africains ou dans d'autres pays qui ne concernent pas l'Occident, ce qui n'est pas le cas du tout en Algérie. On a eu un mouvement au Maroc, une variante du mouvement MeToo avec le fameux mouvement Mazaktash, que ne me tairai pas. Et on a eu également en Tunisie, c'était la traduction du MeToo avec, c'était pas Mazaktash, c'était Ena Zada. Sauf qu'en Algérie, on n'a eu ni Mazaktash ni Ena Zada, il n'y a pas eu du tout de variante. Il y a bien eu des velléités de certaines femmes algériennes, un petit peu à droite, à gauche, de mettre des mots dièses, mais ça n'a pas pris, ça n'a pas fonctionné. On peut se demander pourquoi. Alors ça, c'est une question extrêmement large, extrêmement vaste, qui mériterait une thèse à elle seule. Mais pour commencer, je dirais que pour permettre à un mouvement social d'émerger dans un pays à un moment donné de son histoire, il faut un ensemble d'éléments, de facteurs conjoncturels, à la justice Elias. Il faut vraiment qu'on ait une configuration économique, politique, socio-psychologique, culturelle favorable, propice à l'émergence de ce mouvement. Donc, c'est vraiment tout un ensemble d'éléments qui ne convergeaient pas dans le cas algérien. Il faut savoir que l'Algérie est quand même une société très conservatrice. D'ailleurs, selon une enquête qui avait été publiée en 2013 par l'Arab Barometer, on a également une autre enquête par l'African Barometer qui a été faite, qui montre que le peuple algérien est bien plus conservateur que ses voisins maghrébins et également de manière générale, même que ses voisins arabo-musulmans et africains. On fait partie des pays en Algérie les plus conservateurs, et notamment sur la question des femmes. Donc, il faut bien comprendre que si on veut avoir un mouvement qui émerge et qui va dénoncer des remarques déplacées, des remarques sexuelles, etc., il faut déjà avoir une base de conscientisation. Et dans la mesure où le code de la famille algérienne est encore profondément sexiste, on en a encore en Algérie on en a encore à être des mineurs, on a encore un statut de mineur. Donc, comment voulez-vous qu'on puisse faire émerger des mouvements de mobilisation qui concernent vraiment des choses non judiciarisées, qui concernent des comportements masculins, alors même que les bases n'ont pas été posées. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Selon une étude qui avait été réalisée par l'ONU, 60% des femmes algériennes considèrent encore que c'est normal d'être battue par son homme. Donc, forcément, si on n'a pas un degré de conscientisation assez important, eh bien, ces mouvements auront beaucoup plus de mal à émerger. Ce qui ne signifie pas que ça ne va jamais arriver, puisqu'on voit que depuis le mouvement du Hirak, on a des carrés féministes qui s'organisent, on voit qu'on a des femmes féministes en Algérie qui font un travail absolument merveilleux et
colossale. Et je pense en fait que ces mobilisations de clavier en Algérie vont arriver, mais elles arrivent en décalé. Elles arrivent de façon, elles arrivent maintenant finalement. On voit qu'on a eu il y a quelques mois les premiers mouvements, les premières mobilisations en ligne algériennes, puisqu'il y a eu le féminicide absolument atroce d'une Algérienne par son mari. Et de fait, ça a fait la une de quelques journaux et on a eu de nombreuses femmes algériennes qui sont parties utiliser des mots pour dénoncer les féminicides et notamment cet assassinat. Donc on voit que ça commence, ça a mis un petit peu plus de temps parce que la société était plus conservatrice et le gouvernement peut-être plus répressif, mais en tout cas, c'est en cours, ça se fait et ça va se faire. Alors maintenant, j'aimerais qu'on fasse, alors excusez-moi vraiment au niveau de la luminosité et des variations de lumière, je ne sais pas si c'est, je vais essayer de me mettre un peu plus comme ça, au moins je ne serai pas éblouie. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle des aspects sociologiques, si vous le voulez bien, des violences faites aux femmes avant de véritablement entrer dans le vif du sujet. Alors, tout d'abord, je vais vous donner une définition de base, parce qu'il faut toujours commencer par ça, des violences faites aux femmes. Et pour cette définition, elle nous vient de l'article 2 de la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui a été adoptée par l'ONU dans les années 70 ou 80, si je ne m'abuse. Et donc, selon cette déclaration, l'expression violence faite aux femmes désigne, et là je cite, tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Donc, ce qu'on voit ici par le biais de cette définition, c'est que ces violences, elles ont un continuum, elles sont verbales, psychologiques, physiques, matérielles, sexuelles, etc. Et également qu'elles peuvent s'exercer au sein de l'espace public, donc dans la rue, au travail, comme au sein de l'espace privé, avec il y a les violences dites domestiques ou encore les viols conjugaux. Et ce que met en avant cette définition, c'est que ces diverses manifestations de la violence, elles reposent toujours sur un socle commun. C'est qu'elles sont perpétrées contre des femmes, précisément parce qu'elles sont femmes. Il faut bien comprendre comment on peut dire ça? Il faut bien comprendre la dimension genrée des violences faites aux femmes. Et c'est bien explicité dans la définition de l'ONU, puisque ça commence par tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin. Donc, il faut bien comprendre cette notion de genre, puisque les hommes battent les femmes qu'ils ont appris à considérer comme étant leur propriété. On y reviendra. Donc, l'ensemble des violences commises à l'encontre des femmes traduit selon cette même déclaration, et là je vais citer, des rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes, lesquels ont abouti à la domination et à la discrimination exercée par les premiers et freiné la promotion des secondes, et compte parmi les principaux mécanismes sociaux auxquels est due la subordination des femmes aux hommes. Là aussi, cette définition, elle est très importante. Alors déjà, c'est les premières définitions institutionnelles des violences faites aux femmes au niveau occidental, donc elles sont importantes. Mais ce qu'elle vient souligner, cette définition, c'est deux grands éléments. Le premier, c'est qu'elle replace les violences faites aux femmes comme étant liées à des rapports de force historiquement inégaux. Donc on replace l'historicité des violences faites aux femmes. Et dans un second temps, cette définition, elle vient souligner quelque chose de capital quand elle dit que les violences faites aux femmes comptent parmi les principaux mécanismes sociaux auxquels est due la subordination des femmes aux hommes. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que les violences faites aux femmes ne sont pas que le symptôme du patriarcat, du système patriarcal, mais elles sont une composante essentielle qui permet son maintien et sa reproduction. Donc, les violences faites aux femmes, elles ont vraiment ceci de spécifique, qu'elles sont à la fois le résultat et à la fois la condition sine qua non nécessaire à l'émergence et à la perpétuation de ce système patriarcal. Donc là, on voit bien, en plus de l'aspect genré, qu'il y a un aspect systémique des violences faites aux femmes. Ce ne sont pas des violences qui relèvent d'une simple interaction entre un homme et une femme. Ce n'est pas une simple singularité, ce n'est pas une anomalie. Non, non, il faut les comprendre comme faisant système. Et là, je vais reprendre l'expression qui nous vient d'un livre qui s'appelle Le corps en lambeaux, qui est très, très bien fait au niveau des violences dirigé par Ludovic Bosso, si je ne m'abuse, et qui dit les violences faites aux femmes ne sont pas un accident, ne sont pas un raté hors de l'île enchantée de l'amour. J'aime beaucoup cette expression. On n'est pas dans un dérapage ou un raté hors de l'île enchantée de l'amour. Il faut bien concevoir le fait que les violences faites aux femmes, c'est l'expression d'un rapport social, un rapport de domination, l'expression d'un rapport
de force. Donc, ce ne sont pas des épiphénomènes, ce ne sont pas des faits isolés qui s'inscrivent dans des trajectoires individuelles malheureuses ou malchanceuses. Ce sont des corollaires obligés du fonctionnement hétéropatriarcal de nos sociétés. Et il faut les comprendre, il faut les analyser comme étant de puissants instruments de la domination masculine. Elles se veulent extrêmement banales, elles n'ont rien d'exceptionnel, ces violences, elles s'inscrivent dans le quotidien des femmes, dans leur vie sexuelle, dans leur vie affective, dans leur vie amoureuse, et elles ne sont pas qu'une conséquence de ce système, elles sont constitutives de ce système. D'une manière générale, l'expression violence faite aux femmes, qui regroupe une multiplicité de comportements et de violences, il faut bien comprendre que nos notions, même si elles regroupent des réalités différentes, elles sont toutes, d'un point de vue sociologique, et là je vais citer Maryse Jaspar, elles sont l'expression d'un rapport social fondé sur le mépris, la domination, la possession, la négation de l'autre. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Cette citation, elle nous vient de Sociologie des comportements sexuels de Maryse Jaspar, si je ne me trompe pas. Donc, je répète, c'est l'expression d'un rapport social fondé sur le mépris, la domination, la possession et la négation de l'autre. Et souvent, dans les cas de féminicide ou de violences sexuelles, on nous fait croire que ça a à voir avec la passion, l'amour, la jalousie, la misère sexuelle, alors qu'on est bien loin de l'affectif, on est dans des stratégies de domination et de possession. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter rapidement la notion, et ça c'est très important, de violence symbolique. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas analyser les violences faites aux femmes sans prendre en compte ce qu'on appelle la violence symbolique, qui est une définition de Pierre Bourdieu. Et selon Bourdieu, la violence symbolique, elle fait l'essentiel de la domination masculine. Certes, il y a de la force physique, mais il n'y a pas que de la force physique qui se joue dans les violences faites aux femmes. La force symbolique, et là je vais vous citer Bourdieu dans son livre La domination masculine, c'est une forme de pouvoir qui s'exerce sur les corps directement et comme par magie, en dehors de toute contrainte physique. Mais cette magie n'opère qu'en s'appuyant sur des dispositions déposées telles des ressorts au plus profond des corps. Alors cette définition, elle est très philosophique, hein, elle est très théorique, mais je trouve qu'elle est vraiment très, très pertinente. Ce qu'il explique, c'est que la force symbolique, la violence symbolique, c'est une forme de pouvoir qui s'exerce sans contrainte. C'est-à-dire que la violence symbolique, elle se base, elle s'appuie sur l'intériorisation par les dominés des schèmes de pensée des dominants. C'est-à-dire que les femmes intériorisent leur domination, intériorisent leur infériorité, et que dans les violences faites aux femmes, c'est extrêmement, il y a ce phénomène d'emprise extrêmement important. Donc, il y a cette intériorisation de la domination dans la violence symbolique qui est extrêmement importante. Et dans la violence symbolique, il y a également l'idée qu'on apprend aux femmes qu'on ne peut pas se défendre. Il y a aussi cette notion de, on n'est même pas dans la contrainte physique, puisque on est finalement dans une forme de soumission. Cette notion de violence symbolique, elle est extrêmement intéressante. Et je voulais très rapidement vous présenter les effets de menace qui font partie de ce qu'on appelle la violence symbolique. Alors, les effets de menace, c'est quoi? C'est la peur, l'appréhension de subir des violences sexuelles ou des violences de manière générale quand on est une femme par des hommes. Et cet effet de menace qu'on vit constamment nous pousse, nous les femmes, à adopter de véritables stratégies de survie, des stratégies de contournement. C'est-à-dire qu'on va éviter telle tenue, on va éviter de sortir à telle heure, on va éviter de passer par telle rue si elle n'est pas éclairée. Donc, on va vraiment avoir des stratégies de contournement qui brident nos comportements et qui vont nous permettre, qui vont être un facteur de contrôle social des femmes par les hommes. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et là, je reprends la théorie de Jana Hammer qu'il faut absolument lire et qui définit la violence faite aux femmes comme étant quelque chose qui doit, et là je la cite, recourir tant l'usage de la force que celui de la menace comme moyen pour maintenir la soumission des femmes et pour imposer l'adoption de certains comportements. Donc la conceptualisation de la violence doit également penser la violence comme une fonction et la menace comme maîtresse poutre de la structure sociale et de tout processus social qui repose sur l'asservissement des femmes. Donc, cette notion également d'effet de menace est très importante et elles font partie également des violences qui sont faites aux femmes. Et la conceptualisation de la violence sexiste, elle doit également être pensée comme une modalité du contrôle social que les hommes exercent sur les femmes. Alors,
Maintenant, j'aimerais faire un petit focus, si vous le voulez bien, sur les violences sexuelles. Pourquoi? Notamment parce que c'est quand même des violences très particulières qui sont faites concernant les violences faites aux femmes, et aussi parce que dans le mouvement MeToo et Balance ton corps, ce qui est dénoncé en premier lieu, c'est les violences sexuelles. Bien évidemment, ça a remis en question, enfin, ça a vraiment permis de mettre en débat toutes les questions annexes et liées à l'égalité femmes-hommes de manière générale, mais le cœur de ces mobilisations, c'est la lutte contre les violences sexuelle, qu'il s'agisse d'une violence sexuelle environnementale par le biais de remarques ou de mots, ou de violences sexuelles avec contact corporel. Donc les violences sexuelles, j'aimerais juste vous présenter à ce sujet-là deux grandes théories qu'on retrouve en sciences, en sociologie, en études de genre, concernant la signification sociologique des violences sexuelles. Il faut bien comprendre, avant de vous présenter rapidement ces deux théories, que pour comprendre les violences sexuelles, il faut comprendre le fait que le corps des femmes est sans cesse objectivé et chosifié. Si on veut comprendre les violences sexuelles, il faut interroger cette notion de corps objectivé et chosifié. Pendant très longtemps et encore à l'heure actuelle, le corps des femmes est considéré comme étant une propriété des, hommes, excusez-moi, et de fait, on est constamment objectifié, constamment chosifié. Le corps des femmes est un objet fantasmagorique de désir. Et lorsque un homme va violer une femme, il la traite comme un objet sexuel. Et à ce titre, je vais vous lire une petite citation de Monique Plaza qui explique très bien pourquoi. Le viol est une pratique oppressive exercée par un homme contre une femme. Si les hommes violent les femmes, c'est précisément parce qu'elles sont socialement des femmes, ou encore parce qu'elles sont le sexe, c'est-à-dire des corps qu'ils se sont appropriés, exerçant une tactique locale d'une violence, son nom. Donc les hommes violent les femmes car ils appartiennent finalement à la classe dominante. Ils se gratifient du corps des femmes comme étant une monnaie d'échange, une récompense, un butin de guerre. Ils violent, agressent, détruisent sexuellement ceux qu'ils ont appris à considérer comme une propriété et comme un but. Tout d'abord, les violences sexuelles, ça interroge la représentation qu'on a dans nos sociétés des corps féminins. Et concernant les théories sociologiques, on en a deux. La première grande théorie sociologique sur la signification des violences sexuelles, elle nous est notamment apportée par Susan Brown Miller dès les années 70. Et pour elle, elle estime que le viol est une stratégie, toute violence sexuelle, harcèlement de rue ou autre, c'est une stratégie de destruction. C'est une démonstration de puissance des hommes sur les femmes, d'un sexe sur les femmes. C'est une appropriation du corps des femmes. Pour Susan Brown Miller, on assiste vraiment à une volonté de rabaisser, à une volonté de détruire, de s'approprier l'être et le corps féminin. Donc, on est vraiment dans une volonté de posséder, de rabaisser à l'extrême, très très loin finalement de tout ce qui concerne, comment on pourrait dire, l'émotion. Parce que souvent, on nous dit que les violences sexuelles sont liées à la misère sexuelle. Or, Susan Brown Miller et cette théorie nous montre bien que ça n'a rien à voir. On n'est pas là, quand on viole une femme ou qu'on accomplit des violences sexuelles, on n'est pas là une recherche sexuelle ou affective. Ça n'a rien à voir avec la sexualité. On est dans de la domination, dans de la destruction. On viole ce qu'on a appris à considérer comme étant un dû, tout simplement. Et donc, pour terminer sur cette petite théorie, je vous lis une définition de Susan Brown Miller qui dit, elle est en anglais, A rape is the quintessential act by which a male demonstrates to a female that is conquered by his superior strength and power. The ultimate objective is the total humiliation and destruction of inferior people. Donc, cette définition, elle montre bien qu'on n'est pas dans un acte sexuel, mais bien dans une prise de pouvoir. Le viol et les violences sexuelles, ça correspond à une prise de pouvoir. Et on a une deuxième théorie que je trouve d'autant plus intéressante que la première, qui, donc comme on l'a dit, celle de Susan Brown Miller, cette école de pensée, elle va dire que le viol n'a rien à voir avec la sexualité. C'est une appropriation, c'est une destruction. Dans la deuxième école de pensée, qui va être soutenue par Stevie Jackson, notamment Emma Kinnon, ils disent non, non, le viol a également à voir avec la sexualité, avec la représentation qu'on se fait de la sexualité. Et je trouve qu'à cet égard, ça va plus loin et c'est d'autant plus finalement intéressant. Alors pourquoi est-ce qu'il postule ça? Pour justement Stevie Jackson, les violences sexuelles font partie intégrante du fonctionnement de l'hétérosexualité.
Donc, on n'est plus dans la première théorie où les violences sexuelles, ça n'a rien à voir avec le sexe. Non, non. Dans cette théorie-là, on vous dit si. En fait, ça a tout à fait à voir avec notre représentation de la sexualité et ça fait partie intégrante du fonctionnement de la sexualité hétérosexuelle. C'est ce type de violence. Donc, c'est extrêmement intéressant. Alors, tout d'abord, il faut savoir que John Gagnon et William Simon, ils ont repris une théorie des scripts. C'est une théorie qui postule, et là, je cite, que les expériences sexuelles sont construites comme des scripts, d'abord au sens où elles découlent d'apprentissages sociaux. Donc, effectivement, ils reprennent cette théorie des scripts et ils la transposent dans une perspective du genre et dans une perspective qui concerne la sexualité. Et ils vont proposer d'envisager le script du viol, et là, je vais citer Jackson, il faut envisager le script du viol comme normal au regard des scripts sexuels différenciés qui caractérisent les sexualités des femmes et des hommes. Donc, en fait, finalement, le viol ou les violences sexuelles sont quelque part normales puisqu'on est dans une société où on valorise la violence sexuelle dans les relations sexuelles. Un petit exemple, il suffit de regarder pour cela les films pornographiques dans lesquels les femmes sont insultées, on leur crache dessus, elles sont passives, elles ne sont que des réceptacles. Il y a toujours une forme dans la sexualité masculine, les hommes construisent leur sexualité avec cette idée vraiment que c'est allié à la destruction des femmes. Il suffit de regarder nos codes langagiers pour s'en rendre compte, regarder la façon dont les hommes décrivent leur rapport sexuel pour voir ce rapport de domination. Donc, c'est pour cela, excusez-moi, c'est par rapport à la valorisation sociale, à la normalisation de la violence dans le cadre hétérosexuel qu'on peut envisager les violences sexuelles finalement comme étant un continuum des relations sexuelles normales, finalement. Et donc, je vais vous relire une dernière petite citation de Jackson et McKinnon. Retirer le viol du domaine sexuel pour le situer dans celui du violent permet que l'on s'y oppose sans se poser la question de savoir jusqu'à quel point l'institution de l'hétérosexualité a défini l'usage de la force comme une partie normale des préliminaires. Et je la trouve, elle est exceptionnelle, cette citation. C'est-à-dire que si on se contente en disant ça n'a rien à voir avec de la sexualité, on est juste dans un processus de destruction, on enlève, on ne réfléchit pas au fait qu'on a une valorisation, une banalisation, une normalisation de la violence sexuelle, tout simplement. Hein, les hommes construisent leur désir comme étant un désir de domination. On érotise la domination et la violence masculine dans la sexualité. Et de la même façon, les femmes construisent leur script sexuel avec cette idée que l'homme doit être violent, sauvage, tirer les cheveux, etc. Donc finalement, c'est une théorie que je trouve extrêmement, extrêmement intéressante. Alors maintenant, on va rentrer directement dans le vif du sujet, à savoir le traitement médiatique des violences masculines de manière générale. Alors, pour parler du cas algérien concernant les violences faites aux femmes, il faut savoir qu'on a très peu de médiatisation dans la presse mainstream et dans les médias audiovisuels en Algérie. C'est vraiment un sujet qui est extrêmement invisibilisé. Hein. Ces événements, ils sont rarement abordés. Sinon, ils sont abordés de façon assez courte, en brève. On n'est pas dans la condamnation même de ces violences, alors même qu'en France, la thématique des violences faites aux femmes, que ce soit par le biais de faits divers ou autres, c'est une thématique qui est récurrente sur la scène publique et médiatique, de façon constante. Vraiment, ça fait des années que régulièrement, on a des scandales sexuels, on a des féminicides qui sont médiatisés, alors qu'à l'inverse, concernant les médias algériens, on a une invisibilisation quasi complète du sujet, aussi bien sur les mouvements récents de libération de la parole que sur les violences faites aux femmes de manière plus générale. Alors moi, mes recherches en thèse, elles portent vraiment sur le traitement médiatique dans le cas français, bien évidemment, mais j'ai fait des recherches concernant, pour réaliser cette communication, j'ai fait des recherches pour le cas algérien, concernant le traitement médiatique, mais on a très peu d'informations et pour cause, l'invisibilisation est telle qu'on a 3 articles de 3 lignes qui se battent en duel. Et comme on dit en sociologie, l'absence d'éléments est un élément à analyser. Donc le fait qu'il y ait peu d'articles sur le sujet, peu de médiatisation sur cette thématique en Algérie, ça cristallise tout simplement un tabou très profond et extrêmement ancré dans la société algérienne. Donc, concernant les caractéristiques du traitement médiatique des violences faites aux femmes en France, alors on a un ensemble d'éléments caractéristiques. Ce que je vais vous citer, c'est des éléments qu'on a déjà même avant
MeToo et Balance ton corps. Donc, la question, ce sera de voir est-ce que depuis ces mouvements de libération, ça a évolué. Mais en tout cas, on a des caractéristiques qui sont très communes à tous les pays, hein, tous les pays patriarcaux, des caractéristiques liées au traitement médiatique des violences faites aux femmes. Alors, je vous renvoie à de nombreux travaux, parce qu'en France, les travaux sur le traitement médiatique des violences faites aux femmes, il y en a eu plein. Et je vous renvoie notamment à la note rédigée par Margot Collet, qui nous vient du Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes en France. Je vous renvoie à ces travaux qui listent très bien les caractéristiques, notamment que je vais vous proposer tout de suite. La première caractéristique en ce qui concerne le traitement médiatique des violences faites aux femmes, c'est la justification sociale du passage à l'acte. Ça, c'est quelque chose de très fort qu'on retrouve quasiment systématiquement. L'agresseur, il est souvent excusé parce qu'il était amoureux, il était obsédé, il était jaloux. On parle de crimes et de drames passionnels. Donc, on va vraiment justifier le passage à l'acte et on va même utiliser les raisons qui sont invoquées par les auteurs pour justifier leur violence, comme l'ivresse, une rupture amoureuse. Et donc, les médias reprennent telles quelles les raisons invoquées par les auteurs sans les remettre en cause. Hein. Je vais vous donner un exemple d'un très célèbre quotidien français Mainstream où le titre c'était en octobre 2017, Jaloux, il roue de coups son ex-compagne. Alors qu'on ne tue pas quelqu'un ou on ne meurt pas de coups parce qu'on est jaloux. Ça ne se passe pas comme ça. On a une deuxième caractéristique très forte en ce qui concerne le traitement médiatique des violences faites aux femmes en France, c'est le sensationnalisme. C'est-à-dire qu'on retrouve des titres humoristiques, très sensationnalistes lorsque ça concerne des décès de femmes, par exemple, moins quand ça concerne des viols et des violences sexuelles. Mais en ce qui concerne les féminicides, on a vraiment des titres très sensationnalistes qui font fi de toute forme d'empathie envers la victime et la famille de la victime. Comme on dit, il n'y a pas mort d'homme, hein, quand c'est mort d'une femme, c'est considéré comme moins grave. Et donc, on retrouve souvent des titres alambiqués, sensationnels pour traiter d'un fait qui est pourtant une thématique de santé publique qu'il faut prendre au sérieux. Un exemple en décembre 2017 d'un grand journal mainstream également français qui avait titré « Pour un problème avec la télé, il frappe sa femme avec une laisse ». Donc, on est dans ce genre de titre avec justification sociale du passage à l'acte et sensationnalisme. Donc ça rejoint le troisième point caractéristique, c'est l'absence d'analyse dans les articles qui traitent de violences faites aux femmes. En France, il y a une absence d'analyse totale. La question systémique n'est jamais posée, en tout cas avant l'affaire Weinstein, hein, on va y revenir. Mais elle n'était jamais mise en avant. On ignorait totalement le caractère systémique des violences de genre. On ne les replaçait pas dans son contexte plus global. Quand on dit qu'il tue par jalousie ou qu'il tue, que c'est un drame passionnel, on omet totalement la portée systémique, la portée de genre, la portée symbolique qu'ont ces violences. Donc, on est vraiment dans quelque chose de sensationnaliste et sans analyse, avec un classement qui était quasi systématique dans les rubriques faits divers. Donc avec des femmes extrêmement peu décrites également. Et surtout, ce qu'on constate, ça c'est une autre caractéristique qui revient surtout, c'est l'utilisation des propos de l'agresseur dans le titre et dans le corps de l'article. Il faut savoir que quand il y a des féminicides ou qu'il y a des violences faites aux femmes, on donne beaucoup plus la parole à l'agresseur qu'on ne donne la parole à l'agressé, finalement. Et on en fait des titres. On prend pour argent comptant, finalement, ce qu'ils vont dire. Qu'un agresseur dise « je l'ai tué parce qu'elle m'a fait ça », bon, c'est un agresseur, c'est un violeur, c'est un tueur. Bien évidemment, il va essayer de justifier comme il peut. Si les journalistes reprennent tels quels les mêmes éléments, c'est beaucoup plus problématique. Hein. Et dans le cadre des violences sexuelles, c'est spécifiquement sur les violences sexuelles, on va avoir une culture du viol qui est très à l'œuvre dans le traitement, dans le cadrage médiatique, c'est-à-dire qu'on a tendance à donner des détails sur la victime, sur la tenue de la victime, à les appeler des plaignantes au lieu de les appeler des victimes, à décrédibiliser leurs paroles. Et on a vraiment toute une culture du viol très importante dans le cadrage médiatique lorsqu'il s'agit de violences sexuelles à proprement parler. Donc voilà, c'est les caractéristiques globales de base du traitement médiatique des violences faites aux femmes en France. C'est très commun d'ailleurs à la plupart des pays, hein, avec, je le rappelle, justification sociale du passage à l'acte, classement dans les rubriques faits divers, des femmes très peu décrites, des articles qui recourent à des mythes issus de la culture du viol et une utilisation des propos de l'agresseur et un sensationnalisme. C'est vraiment les caractéristiques
principal avant l'affaire Weinstein en tout cas. Et là, tout le but, ça va être de voir ce que finalement MeToo et Balance ton corps a fait évoluer ses caractéristiques. Alors, on va voir ça tout de suite en s'intéressant au cadrage médiatique de l'affaire Weinstein. Alors, moi, au niveau méthodologique, j'ai utilisé un corpus de presse qui est Le Figaro, Le Monde, Libération, donc des presses quotidiennes nationales généralistes. Et j'ai utilisé l'outil Factiva en mettant des mots-clés. Par exemple, là, mon mot-clé, c'était simplement affaire Weinstein. Ça a fonctionné très, très bien. Et ce que j'ai pu constater, c'est que déjà, l'affaire Weinstein, elle a eu une énorme couverture médiatique. J'ai comptabilisé 4 795 articles répertoriés avec le terme affaire Weinstein, toujours nous confondus, en ligne et en support et en papier sur les 8 premiers mois suivant l'éclatement de cette affaire. Donc, on a une couverture médiatique absolument colossale. Hein, et ce que j'ai pu constater, c'est que les premières semaines qui suivent l'éclatement du scandale, le déclenchement du scandale, la presse française, mainstream, elle est encore frileuse. Hein, elle ne le condamne pas, ils parlent encore de la présomption d'innocence. Donc, ils font attention à ce qu'ils disent. Hein, ils ne le condamnent pas aussi fermement que ça va devenir le cas à partir de la naissance des mouvements MeToo Balance. À partir du MeToo Balance ton corps, donc à partir de mi-octobre, les médias ne se font plus frileux du tout. Et là, ils vont commencer ils ne parlent plus de présomption d'innocence. Et là, ils vont vraiment commencer à condamner unanimement les agissements du producteur. Donc, si la première semaine de médiatisation, ils sont prudents, ils sont timorés, à partir de l'apparition des mouvements MeToo et Balance ton corps, ils sont absolument ils condamnent unanimement les agissements du producteur. Donc, cette affaire Weinstein, par rapport aux résultats que j'ai eu au niveau du traitement médiatique, je constate qu'elle a vraiment déclenché une prise de conscience qui s'est répercutée dans le traitement médiatique. Déjà, parce qu'on a eu une condamnation des agissements du producteur. Les femmes, les actrices étaient qualifiées de victimes, ce qui est très rare. D'habitude, on parle de plaignantes ou autres, mais on ne parle pas de victimes directement. On n'a aucune focalisation sur le comportement des victimes. On a plein d'articles où on donne la parole à Léa Saïdou, par exemple, ou à des femmes qui ont été abusées par le producteur. On ne remet pas en cause leur parole. Donc, on est vraiment dans une prise en compte de la parole des victimes et une condamnation de l'agresseur, ce qui est déjà inédit en soi. Hein. Ce qu'on constate également, c'est qu'on a énormément de publications d'articles liés à l'affaire Weinstein. C'est très diversifié. On a vraiment une volonté de sensibiliser la population face au sujet des violences sexuelles masculines faites aux femmes. Il y a de nombreux articles qui vont être publiés dans Libération, dans Le Monde, dans tous les journaux presque, qui vont insister sur le caractère structurel de ces violences et condamner les agissements du producteur. Et ça, je peux vous dire que c'est une initiative inédite. En France, au niveau du traitement médiatique, c'est simple, c'est inédit. C'est-à-dire que moi, même dans mes masters, dans mes mémoires, j'ai eu l'occasion d'étudier le traitement médiatique des mobilisations féministes des années 60 à aujourd'hui. Et je peux vous dire que vous ne trouverez pas un article où vous allez voir les médias mainstream encourager les mobilisations féministes ou dire oui, effectivement, la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est important. Non, on n'était pas du tout dans cette configuration-là avant l'affaire Weinstein et avant les mouvements MeToo, Balance ton corps. On avait une presse française qui condamnait systématiquement tous les mouvements féministes et leurs revendications. Et là, on a une pléthore d'articles qui sont publiés dans des journaux pourtant comme le Figaro très à droite et même Libération qui est censé être à gauche mais qui est beaucoup plus à droite. On a une pléthore de journaux même à droite qui publient des articles sur la culture du viol, sur le harcèlement de rue, sur les violences gynécologiques. Ça, c'est un sujet tabou. Et là, on a eu plein de dossiers qui expliquaient ce que c'était aux femmes, les violences sexuelles, les violences gynécologiques. Donc, c'est vraiment une initiative inédite pour les médias mainstream qui sont très peu habitués à prendre en compte la parole des femmes. Et donc, ce que j'ai constaté, c'est qu'aux côtés d'articles et détaillés sur le système Weinstein, on a eu beaucoup d'autres publications qui étaient dédiées à déconstruire le genre. Et ça, c'est vraiment inédit et exceptionnel. Il faut vraiment le comprendre. Chose aussi qui a modifié l'affaire Weinstein, que j'ai pu constater dans le traitement médiatique, c'est que les articles sur l'affaire Weinstein étaient, à plus de 90% des cas, classés dans la rubrique société. Et comme on venait de le voir juste précédemment, la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, toutes les affaires de violence faites aux femmes étaient dans la rubrique faits divers. Et là, à partir de l'affaire Weinstein, en tout cas, on voit qu'on classe ça dans la rubrique société. Donc ici, on voit que l'affaire Weinstein et les mobilisations qui sont suivies, elles ont vraiment contraint les médias
les journalistes à s'emparer de la thématique des violences sexuelles et à les présenter non plus comme des événements isolés, mais comme un fait social total, pour reprendre l'expression de Marcel Mauss. Alors, toutefois, malgré ces évolutions qui sont très importantes, malgré ce soutien revendiqué à la lutte contre les violences faites aux femmes, il en reste pas moins qu'on a eu une pléthore d'articles également qui ont été publiés dans le même temps pour fustiger ce qu'on appelle les dérives de l'affaire Weinstein. Et donc, si la presse a condamné unanimement les agissements d'Harvey Weinstein, il en reste que les effets suscités par cette affaire ont en revanche suscité beaucoup moins d'adhésion. Et on va le voir tout de suite avec les discours médiatiques dans la presse française autour de MeToo et de Balance ton porc. Puisque, comme vous le savez, ces mobilisations, elles ont vraiment été l'objet d'énormément de controverses. Elles ont été l'objet de controverses extrêmement importantes, de polémiques. On a tantôt critiqué les termes de la campagne, tantôt on a critiqué son caractère excessif, tantôt on a réactivé des mythes de féministes aigries et agressives. Donc, on a eu un traitement de ces mouvements qui est assez particulier, puisque d'un côté, les médias expliquaient qu'il était important de lutter contre les violences sexuelles. De toute façon, ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils étaient obligés à minima si vous voulez, tout le monde est obligé en Occident, même s'ils ne le pensent pas, de dire plus ou moins, oui, on ne frappe pas une femme, on ne viole pas une femme. Et après, dans les faits, c'est beaucoup plus accepté. Mais donc, ils étaient obligés finalement, les médias comme les politiques, d'exprimer leur empathie envers les femmes, d'exprimer leur soutien envers la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais il en reste que on a eu énormément de résistance et de critiques de ces mobilisations. La première chose que j'ai constatée concernant le traitement médiatique de MeToo et Balance ton porc, c'est un déplacement de la focale thématique. C'est-à-dire qu'on a énormément parlé de la forme de cette mobilisation au détriment du fond. C'est-à-dire que le terme de porc a été très décrié pendant des semaines. Les gens ont expliqué pourquoi c'était bien ou pas bien d'utiliser les réseaux. Les gens ont dit non mais il ne fallait pas utiliser tel terme, non mais il ne fallait pas nommer les agresseurs. Donc finalement, et là je vais citer Pauline Perreno, on voit que de nombreux journalistes ont attaqué le sujet de biais et ont substitué au débat de fond une discussion médiatique sur autre chose en parlant en premier lieu et en priorité non du fond, non du contenu, non de ce que les femmes disaient avoir subi, mais de la forme et de la manière dont elles avaient choisi de le dire. Et ça, c'est classique en ce qui concerne les événements féministes ou les mobilisations féministes. Les hommes, notamment, viennent toujours nous expliquer comment est-ce qu'on devrait, quels mots on devrait utiliser, la façon dont on devrait faire, la façon dont on devrait organiser notre mobilisation. La première chose de ce traitement, qui ressortait sur le traitement médiatique de ces mobilisations, c'est le déplacement de la focale médiatique. On retrouve également une très forte inversion de la culpabilité. J'ai vraiment constaté le développement du champ sémantique du martyr. On est vraiment avec inversion du rapport de force. C'est-à-dire que les hommes sont présentés comme sans défense face à vraiment des accusatrices qui sont avides, peu scrupuleuses. Donc là, on réactive le mythe des femmes menteuses et vénales qui veulent détruire la vie de pauvres hommes innocents. Donc là, vraiment, on avait ce champ sémantique du martyr. Les hommes ne savent plus quoi dire, les hommes ne savent plus quoi faire. On met tous les hommes dans le même sac. On nous fait passer pour des violeurs, on subit des dénonciations abusives. Donc ça a été très, très fort. Ce champ sémantique du martyr, il a été très fort. Et à ce champ sémantique du martyr, c'est couplé notamment le champ sémantique de la délation, de la censure, de la dictature. C'est-à-dire que ces mouvements ont vraiment été présentés comme étant des mouvements qui incitaient à la délation. Dans la tribune qu'avait fait Nicolas Bedos, il y avait le fameux point Goldwyn, puisqu'il parlait carrément, selon lui, il disait que cette délation faisait penser au régime de Vichy, alors que les femmes dénoncent des pédocriminels et des violeurs. Il faut quand même le rappeler. Mais donc, effectivement, on a cette dénonciation du climat de censure, de délation. Ça mettra en péril les libertés fondamentales, la liberté d'expression, la liberté d'opportuner. Les violences sexuelles masculines, là, sont montrées comme étant des tueurs de la séduction à la française. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, on vit dans la terreur. Donc ça, c'était… Et d'ailleurs, ça nous amène à la caractéristique suivante, c'est à la distorsion de la réalité. Puisque que ce soit dans l'inversion de la culpabilité ou que ce soit dans ce qui concerne la dénonciation d'un climat de délation, on est totalement dans la distorsion de la réalité. Ils extrapolent le nombre de dénonciations calomnieuses alors qu'il n'y en a même pas eu. On prétend qu'il y a une volonté matriarcale derrière le féminisme. On est totalement dans la distorsion de la réalité, comme c'est souvent le cas dans les discours anti-féministes.
Donc finalement, ce traitement qui reste, qui d'un côté va donner une grande visibilité d'un côté, les médias donnent une grande visibilité à ces mobilisations, d'un côté, ils les soutiennent, d'un côté, ils publient des articles vraiment destinés à sensibiliser la population, mais de l'autre côté, les médias véhiculent, publient de véritables pamphlets anti-féministes et retombent dans leur travers en procédant à de la silenciation, de l'invisibilisation des femmes victimes de violences, à une inversion de la culpabilité, à une distorsion de la réalité, etc., etc. Donc ici, on voit qu'on a vraiment des stéréotypes qui sont véhiculés dans ces contre-mobilisations, excusez-moi, et qui sont extrêmement finalement importants. Donc, dans le même temps, si tout le monde s'est accordé pour décréter que la libération de la parole était nécessaire, il y a eu de nombreux articles anti-balance ton porc, et c'est comme ça que c'est largement répondu, le terme de délation, qu'on a eu de nombreuses unes dédiées à la libération de la parole des hommes, et aussi c'est comme ça que les réseaux sociaux se sont vus accusés de devenir des tribunaux médiatiques qui saliraient des hommes innocents. Alors maintenant, on va parler de l'affaire Darmanin. Donc l'affaire Darmanin, vous savez, c'est le ministre français. Alors à l'époque, il n'était pas ministre de l'Intérieur, mais il était déjà ministre, si je ne m'abuse, qui en gros avait proposé à deux femmes de les aider. Hein. La première, c'était Sophie Spatz, une ancienne call girl, comme ils disent, qui lui avait demandé de l'aide pour effacer une condamnation de casier judiciaire. Et la deuxième femme, c'était une femme qui s'était rendue à la mairie, qui était allée le voir et qui lui avait demandé de l'aide pour obtenir un logement social, vu qu'elle était dans une situation très précaire. Et donc, à ces deux femmes, il leur a dit, bah, écoutez, si vous passez à la casserole, je vous aiderai au niveau de vos dossiers. Et le pire, j'ai envie de dire que c'est le pire, c'est que finalement, quand il a obtenu ce qu'il voulait, il n'a même pas fait ce pourquoi il leur avait demandé des rapports. Donc, c'est vraiment incroyable. Donc, on a ces deux femmes qui vont porter plainte, et ce qui était intéressant, c'était de voir le traitement médiatique qui était donc dévolu à l'affaire Darmanin, et donc à un ministre très puissant et blanc. Et là, ce que je constate, c'est que le traitement médiatique, comme politique, de l'affaire Darmanin, il a été symptomatique de la culture du viol qui règne dans nos sociétés. La première chose que j'ai constatée, c'est qu'on a une très faible couverture médiatique. J'ai trouvé seulement une centaine d'articles sur Factiva à l'aide des mots-clés Gérald Darmanin et viol. D'ailleurs, si je mettais affaire Darmanin, je ne trouvais vraiment pas grand-chose, donc ça signifie quelque chose également. Mais on a une très faible couverture médiatique, alors que dans le cas de l'affaire Weinstein ou dans le cas de l'affaire Ramadan, on a une couverture médiatique extrêmement importante, extrêmement impressionnante. Donc là, on a vraiment une très faible couverture médiatique, et dans le contenu de ces articles, on voit que le ministre bénéficie d'une grande mansuétude. Là, on a un recours quasi systématique dans les articles à la présomption d'innocence, ce qui n'a pas été le cas ni pour Weinstein, ni comme on va le voir pour l'affaire Ramadan. Mais dans le cas de Darmanin, il répète de façon constante présomption d'innocence, présomption d'innocence. On retrouve également une minimisation des faits, une inversion de la culpabilité, avec un victim blaming et shaming extrêmement fort dans le cas de l'affaire Darmanin. Là, je vous rappelle que ce n'est pas Angelina Jolie qui n'est pas pro. On parle de femmes, une ancienne prostituée et une femme très très pauvre issue de milieux défavorisés. Donc, on a un combat où c'est David contre Goliath finalement. Et donc là, on va totalement être dans le victim blaming et shaming. Donc, pour vous donner un petit exemple de cette décrédibilisation constante des victimes, je vais vous lire une présentation qui avait été faite des faits par le journal Le Figaro en 2018. Les faits sont les suivants. Sophie Spatz, ancienne call girl, cherche à faire effacer de son casier judiciaire une vieille condamnation. À force de frapper à toutes les portes, elle finit par cogner en mars 2009 sur celle du jeune Darmanin, qui n'est alors qu'un modeste chargé de mission à l'UMP. Donc là, on voit très bien que la présomption d'innocence, elle agit comme un moyen de dénigrer la victime en rappelant son passé pour mieux la discréditer. Elle est présentée comme une call girl qui cherche à faire effacer son casier judiciaire, et lui, finalement, comme juste un jeune et modeste chargé de mission. On est totalement dans l'inversion de la culpabilité. Et tout le reste de l'article est un pamphlet contre la victime. Ou alors, quand ils font semblant d'être neutres, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas directement dire que Sophie Spatz est une menteuse, eh bien, vous allez retrouver 15 lignes de citations qui viennent de Darmanin ou de personnes en faveur de Darmanin, et vous avez 2 petites lignes en faveur de la victime. Donc ça, c'est aussi un procédé qu'ils utilisent énormément. Ils utilisent les propos de l'agresseur, ils en font des titres et des intertitres, ils
font des citations très longues avec les propos de l'agresseur. Et concernant les propos de l'agressé, là, on retrouve quasiment plus rien ou vraiment des toutes petites citations. Donc, la présentation de cette affaire, elle est vraiment commune à nos trois quotidiens, hein, Figaro Libération et Le Monde, puisqu'à chaque fois, on rappelle le passé judiciaire peu avantageux de la victime, son absence de réponse en convocation, alors que Gérald Darmanin, il est présenté comme un poids lourd du gouvernement, un garçon de talent, un ténor qui est accusé par des femmes qui sollicitent leur aide. Donc là, vraiment, on voit que dans l'affaire Darmanin, c'est symptomatique de la culture du viol de façon générale, avec, je répète, une minimisation des faits, l'utilisation des propos de l'agresseur pour en faire un titre, des de la victime, très faible couverture médiatique, et j'en passe. Ce qui est très différent donc de l'affaire Weinstein et de l'affaire qu'on va voir tout de suite, à savoir l'affaire Ramadan. Alors l'affaire Tariq Ramadan, vous savez, elle a largement occupé l'espace médiatique en France. C'est une personnalité qui était extrêmement comment on peut dire, qui était extrêmement controversée. Hein. C'était déjà une personnalité qui était très, très controversée, Tariq Ramadan en France. Et de fait, quand cette affaire elle a éclaté, les journaux se sont rués sur cette affaire. Donc, contrairement à l'affaire Darmanin, où on avait une faible couverture médiatique, dans l'affaire Ramadan, on a une couverture médiatique absolument exceptionnelle. Hein. On a des centaines et des centaines d'articles. Alors même qu'on avait un silence assourdissant sur l'affaire Darmanin, on a vraiment une couverture médiatique très importante pour l'affaire Tariq Ramadan. Donc, si j'avais regardé en quelques mois, on avait en 5 mois, on a un peu moins de 300 articles dans l'affaire Ramadan, donc c'est déjà beaucoup plus que dans l'affaire Darmanin. Donc, non seulement le traitement médiatique en termes qualitatifs est plus important, mais quand on regarde en termes quantitatifs, et quand on regarde au niveau qualitatif, au niveau des contenus, on s'aperçoit que Tariq Ramadan ne bénéficie pas du tout de la même mensuétude que Darmanin, puisque dans le cas de Tariq Ramadan, on a une unanime condamnation, comme dans le cas de Weinstein, de ses agissements. On a vraiment vous savez, c'était Enda Yari la première à l'avoir accusé, ensuite il y a d'autres femmes qui se sont rajoutées, mais de manière générale, à partir de Enda Yari, les articles ils résonnent tous comme un même son de cloche. Condamnation unanime de l'islamologue, avec tous les détails scabreux sur sa vie, sur les crimes qu'il a commis. On ne parle plus du tout de présomption d'innocence. Au contraire, alors que dans le cas de Darmanin, on était dans la présomption d'innocence en disant qu'il n'avait pas démissionné tant qu'il n'était pas jugé coupable. Dans le cas de l'affaire Ramadan, on a des journaux comme Libération ou Le Figaro qui, en gros, reprochaient à Harvard de ne pas avoir licencié le professeur, alors même qu'il n'était pas encore condamné. Donc là, on voit bien le deux poids, deux mesures. Donc là, il n'y a pas du tout de présomption d'innocence. Donc on voit que la présomption d'innocence, elle n'a pas le même effet lorsqu'on parle d'un ministre ou encore d'un membre du gouvernement. Par rapport à un universitaire musulman qui est réduit au titre de prédicateur religieux et sulfureux. Donc là, on n'a pas de présomption d'innocence, condamnation unanime de l'islamologue, prise en compte de la parole des victimes, où là, on laisse beaucoup plus la parole aux victimes, ce qu'ils ne font pas en termes généraux. Et donc, on voit que là, on n'est pas dans un traitement symptomatique de la culture du viol. Donc, que les médias mainstream aient condamné les viols de l'islamologue, qu'ils n'aient pas recouru à la présomption d'innocence et qu'ils aient pris en compte la parole des victimes, a priori, c'est très bien. Seulement, il faut juste montrer la différence qu'il y a entre deux personnalités, la différence de traitement entre deux personnalités. Un autre élément caractéristique symptomatique du traitement médiatique dans l'affaire Ramadan, en France, c'est la focalisation sur les milieux musulmans, sur les questions liées à l'islam dans l'affaire Ramadan. L'affaire Ramadan, à la base, c'est quand même une affaire qui concerne des violences sexuelles. Un religieux qui utilise son pouvoir pour violer des femmes de sa propre communauté la plupart du temps. Et pourtant, on assiste à un glissement opéré entre les accusations d'agression sexuelle à l'encontre de Tariq Ramadan et celles relatives à son islamisme. Et donc là, on va, dans les articles, se focaliser sur les réactions survenues dans les milieux musulmans au Ramadan, en tirant des conclusions qui sont certes légitimes. Par exemple, les associations elles se sont tues concernant l'affaire Ramadan, la plupart continuent de le soutenir. Donc c'est certes légitime, mais ça n'a aucun lien direct avec l'affaire. On renvoie à des considérations strictement d'ordre politique, avec une injonction à la désolidarisation, à demander aux jeunes musulmans de se désolidariser. Alors que là, par rapport à ces discours idéologiques, pas par rapport à ce qu'il a fait au niveau sexuel. Donc on voit bien ici qu'on a des articles
focalisé sur l'islam, l'antisémitisme musulman, les discours idéologiques de l'universitaire, par exemple. Le 14 novembre, c'était à la suite de l'affaire Weinstein, dans Le Monde, ils ont publié un article qui était intitulé « Nous restons tragiquement aveugles face aux racines du mal de l'islamisme », qui reprochait en plus aux prédicateurs qui reprochait d'avoir laissé finalement Tariq Ramadan, il appelle les prédicateurs, investir la scène médiatique française en disant que finalement il avait des discours islamistes, alors que ça n'a rien à voir avec le cœur, avec la question des violences sexuelles qui ont été faites. De la même manière, il y a un article du Figaro qui était intitulé « Double discours et double personnalité », où il postulait que les positions rigoristes du héros des jeunes banlieues, des jeunes maghrébins des banlieues. Vous vous rendez compte, on en est là, on a une instrumentalisation totale de l'affaire où on se retrouve uniquement à parler ensuite d'islam, du discours de l'universitaire et où les affaires sexuelles finalement sont reléguées au second plan ou alors elles ne sont utilisées que pour mieux discréditer les discours de l'universitaire qui concernent l'islam. Et donc on voit dans l'espace médiatique les adversaires politiques des islamologues qui vont saturer l'espace médiatique, Manuel Valls, Caroline Fourest, et donc on est très très loin de la focale sur les affaires sexuelles. Donc, on a vraiment un déplacement du débat et de la focale médiatique. Ce n'est plus les violences sexuelles qui sont au cœur du traitement médiatique, mais les questions liées à l'islam et au discours idéologique qu'il avait l'habitude de tenir. Donc, on assiste, selon Christine Delphi, que j'ai eu l'occasion de rencontrer pour parler de cela, d'interroger dans le cadre de mes recherches, on assiste pour elle dans l'affaire Ramadan à une instrumentalisation politique de l'affaire qui s'est cristallisée, répercutée dans le traitement médiatique. Et cette islamisation du problème, finalement, parce que finalement, là, à ce moment-là, dans l'affaire Ramadan, c'est la musulmanité de Tariq Ramadan qui explique les violences qu'il a commises, en fait, finalement, si on regarde les articles. Or, cette islamisation du problème, elle a trois conséquences, et là je cite ma sœur Fatima Kemila, c'est bien, on se cite entre ça. C'est, petit 1, ça opère une essentialisation des musulmans de France, qui sont présentés comme des pro-Ramadan, antisémites et complotistes. Ça opère une altérisation du sexisme, qui est extrêmement importante, c'est-à-dire que les auteurs de violences sexuelles sont présentés comme Médine Maghreb, ce qui permet finalement d'invisibiliser et de laisser impunis les autres auteurs de violences sexuelles. Ça, c'est très marquant, c'est très flagrant dans le traitement médiatique français de manière générale. Quand on va avoir quand on est une femme et qu'on dit voilà, on subit trop de violences sexuelles et sexistes en France, la plupart du temps, on va nous ressortir, surtout quand on est une femme racisée, mais regardez ce qui se passe en Algérie, mais regardez ce qui se passe en Afghanistan, regardez ce qui se passe par rapport aux Russes, nous, on est bien. Donc, on a toujours cette espèce de racisme, d'ethnocentrisme qui sert à se mentir à soi-même, où à chaque fois, on nous présente en France les violeurs, les agresseurs comme étant made in Maghreb, comme étant majoritairement africains, et le blanc, par contre, lui, il n'aurait rien à se reprocher. Donc, c'est une altérisation du sexisme qui est très, très forte et qui est encore aujourd'hui symptomatique du traitement médiatique des violences faites aux femmes. Je rappelle qu'au moment où il y a eu le hashtag Balance ton port en France, dans mes recherches, j'ai pu constater, et c'était aussi souligné par un rapport de la Net Squad, dans mes recherches, ce que j'ai pu constater, et ça c'est extrêmement intéressant, c'est que quand il y a eu l'émergence de ces mouvements, ce qui s'est passé, c'est que les articles qui ont été les plus diffusés par des Facebook qui étaient identifiés comme masculins, c'est un article qui était intitulé « Alors que le mouvement balance ton pornier, les femmes ne peuvent pas prendre un café à Sevran ». Donc, c'est extrêmement intéressant. En fait, la réaction des hommes sur le web à Balance ton porc, en majorité, ça a été de montrer un article qui expliquait que venez pas vous en prendre à nous, venez pas vous en prendre à nous, regardez ce qui se passe dans les quartiers avec les Arabes qui sont beaucoup plus sexistes. C'est aussi une façon de se cacher la réalité, d'invisibiliser le fait que les hommes blancs sont également auteurs de violences sexuelles. Et c'est ce que montre aussi le mouvement MeToo et Balance ton porc, c'est que ces violences, elles sont présentes autant chez les gens très pauvres que chez les gens très riches ou les classes moyennes, et que les violences sexuelles n'ont pas de couleur. Elles arrivent partout, de tout temps, et c'est ce qui a été notamment révélé par le mouvement Balance ton porc. Donc, on a une essentialisation des musulmans, une altérisation du sexisme, et le troisième point de conséquence de cette islamisation du problème, c'est que ça occulte et relègue au second plan ce qui est pourtant au cœur de l'affaire, à savoir les violences sexuelles masculines faites aux femmes, les victimes et la libération de leurs paroles. Donc là, on voit qu'alors que dans le cas de l'affaire Weinstein et Ramadan, on a une condamnation de la presse qui est unanime, il ressort clairement qu'en ce qui concerne les affaires qui touchent le pouvoir incarné par des hommes blancs de plus de 50 ans, qui exercent des activités en France, elle se fait bien plus timorée.
Là, c'est le cas de l'affaire Darmanin. Donc, le caractère hexagonal est très important sur la question du traitement médiatique. Si l'affaire Weinstein concerne un Américain, l'affaire Tariq Ramadan concerne un arabo-musulman qui est un intellectuel suisse. Donc, on va avoir un traitement médiatique plus sévère sur ces affaires que lorsqu'il s'agit de personnalités franco-françaises. Et ça peut s'expliquer par quoi? Par des mécanismes de solidarité masculine. Par protéger des hommes blancs puissants, c'est se protéger eux-mêmes pour les journalistes. Parce que aussi, ils font dans le milieu journalistique, on a eu énormément de dénonciations, il y a beaucoup de remarques déplacées, d'agressions sexuelles, de violences sexuelles dans le milieu journalistique. On est dans un état patriarcal et donc les hommes blancs, en tout cas dominants, se protègent entre eux. Donc on a des mécanismes de solidarité masculine très forts qui visent à la préservation des privilèges masculins. Et d'autre part, on a des mécanismes, on l'a vu, d'altérisation du sexisme extrêmement forts en France. Ça, c'est extrêmement fort, ça revient en permanence. Et on va donc renvoyer le machisme vers un ailleurs racial. Hein, on s'en dédouane quelque part. Hein, on le renvoie vers un ailleurs géographique, outre-Atlantique ou culturel, la culture arabo-musulmane, et on se dédouane de ses propres violences sexuelles. Et ça rappelle beaucoup le traitement médiatique aussi des crimes raciaux qui sont faits aux États-Unis. Quand il y a un policier qui tue un homme noir aux États-Unis, en France, ils en parlent, ils sont outrés, ils le médiatisent, ils condamnent. Par contre, si c'est un policier blanc qui tue un homme noir en France, là, le traitement médiatique, il n'a plus rien à voir. Là, il n'y a plus de racisme, il n'y a plus de… Là, ça n'existe plus. Donc, c'est toujours très, très présent hein, dans le traitement médiatique, français. Donc, très rapidement, et on arrive à la conclusion, le traitement médiatique post-MeToo, hein, parce que là, les affaires que je viens de vous présenter, c'est des affaires qui ont lieu dans l'année suivant l'affaire Weinstein. Donc maintenant, on peut se demander, est-ce qu'en 1 ou 2 ans, est-ce que ça a évolué ou pas? Alors, ce que je constate 3 ans après le début de l'affaire Weinstein et de ces mouvements de libération de la parole, c'est qu'on a toujours une importante couverture médiatique de ces thématiques en France. Hein. Ce n'est pas le cas en Algérie, mais ça commence. On a toujours une importante couverture médiatique de la thématique des violences faites aux femmes. On a toujours régulièrement des scandales sexuels touchant des personnalités publiques qui agitent la sphère médiatique. Donc, on voit que ce n'est pas des mouvements éphémères. On pensait que ce serait éphémère, hein, MeToo et Balance ton corps, mais on voit bien qu'encore aujourd'hui, c'est très, très présent. Une chose qui a changé également MeToo et Balance ton corps, c'est qu'on constate encore à l'heure actuelle que la plupart des articles qui touchent au déféminicide, qui parlent de violences faites aux femmes, sont classés dans la rubrique société. On l'a vu hein, tout à l'heure, avant l'affaire Weinstein, dans la majorité, dans la quasi-totalité des cas, c'était classé dans la rubrique faits divers. Depuis l'affaire Weinstein et ses mouvements, et encore à l'heure actuelle, c'est classé davantage dans la rubrique société. Et l'air de rien, c'est un véritable changement. Donc, on a toujours une importante couverture médiatique, un soutien revendiqué à cette lutte, des scandales sexuels qui continuent encore d'envahir la sphère médiatique et politique, un classement dans la rubrique société. Donc, on voit que l'évolution dont vous avez parlé tout à l'heure par rapport à l'affaire Weinstein et au cadrage médiatique des mouvements MeToo Balance ton corps, ils ont vraiment engendré une progression inédite. Il y a vraiment une évolution. Malgré tout, encore aujourd'hui, on a des articles très régulièrement qui sont destinés à sensibiliser la population concernant la culture du viol ou autre. Et ça, c'est une véritable révolution médiatique, quoi qu'on en dise. Par contre, ce que je constate aussi, et qu'on a constaté avec l'affaire Darmanin ou l'affaire Ramadan, c'est qu'on a toujours un traitement médiatique différencié en fonction des personnalités qui sont accusées. Par exemple, Polanski sera toujours protégé, alors que quand c'est l'affaire RKI aux États-Unis, là, on va le condamner. Donc, même à l'heure actuelle, ce traitement médiatique différencié est encore très fort. On a encore des mécanismes d'altérisation du sexisme très, très présents et de solidarité masculine très, très présents. Et surtout, on a des discours antiféministes qui sont de plus en plus importants, avec une relecture inquiétante de l'affaire Weinstein. Par exemple, quand l'affaire Weinstein elle est arrivée, il y a eu une condamnation. Hein, ils étaient obligés de condamner. Or, à l'heure actuelle, quand je vois un peu les résultats des recherches que j'ai eues, ce que je constate, c'est qu'on commence à parler de promotion canapé, du fait que ces femmes n'ont pas été vraiment violées. Donc, on a une relecture de l'affaire Weinstein et de ces mouvements qui sont inquiétants, qui sont dangereux. Et les discours antiféministes, ils étaient présents dès l'éclatement, dès l'émergence de ces mobilisations, on l'a vu, mais là, ça va vraiment crescendo. C'est-à-dire que comme on est 3 ans après, les discours antiféministes, ça commence vraiment à saturer l'espace médiatique, ils commencent à se faire de plus en plus virulents, aller de plus en plus loin, et donc il faudra veiller, faire attention à ce que les discours féministes, les revendications et mobilisations féministes restent également sur le devant de la scène. Donc, on voit ici
avant de conclure, qu'on a des récentes mobilisations féministes qui ont d'abord constitué un enjeu saillant sur les réseaux, hein, ce qui a permis une inscription à l'agenda public. Ensuite, on a eu une médiatisation très importante avec un travail de relais des médias, c'est l'inscription à l'agenda médiatique. Et pour terminer, on a eu une réappropriation de la question par les responsables politiques, et là, c'est une mise à l'agenda politique. Donc, on voit ici que les médias, ils ont eu une influence importante. Certes, les femmes ont utilisé les réseaux parce qu'elles n'auraient jamais pu libérer leur parole dans des espaces médiatiques qui sont des espaces patriarcaux. Donc, certes, l'usage des réseaux leur ont permis de contourner quelque part les médias mainstream, mais il en reste qu'ils ont joué un rôle important. Ils ont également contribué à légitimer ces mouvements et la thématique des violences faites aux femmes, puisque il contribue encore à légitimer ces mouvements, puisqu'il leur donne une importante couverture médiatique et qui continue quand même en apparence de soutenir cette lutte. Il faut bien comprendre que les médias sont des acteurs, des fabricateurs de politiques publiques. Ils ont une fonction de sélection des problèmes, de hiérarchisation et de cadrage de l'information. Donc, ce sont des acteurs à part entière de politique publique. Et en ce sens, la presse et les médias, ils ont vraiment constitué une importante caisse de résonance qui était nécessaire à la propagation de ces mouvements. Et donc, en ce sens, on postule que l'importante médiatisation de ces mobilisations, malgré les résistances qui étaient à l'œuvre, ça a quand même participé et déclenché en partie la prise en compte politique de ces questions. Donc, en conclusion, je dirais que nos travaux, comme on vient de le voir, mes travaux ont permis de démontrer que la presse et les médias, ils ont joué un rôle important, qu'ils ont constitué vraiment une chambre d'écho, qu'on a eu une véritable prise de conscience féministe qui s'est opérée finalement au sein des rédactions journalistiques. Hein. Ça s'est répercuté dans le traitement journalistique, comme on l'a vu. On a une évolution, une progression dans le traitement médiatique avec une meilleure prise en compte de la parole des victimes, une plus grande visibilité de cette thématique, etc. Mais toutefois, on a constaté qu'on avait des mécanismes d'inertie extrêmement puissants, avec donc un traitement médiatique différencié en fonction de la personnalité qui était visée et avec des mécanismes d'altérisation et d'inertie qui visent à la préservation des privilèges masculins au sein du corps journaliste, politique et artistique. Et donc cela, on a vu, ça s'est traduit par la silenciation, l'invisibilisation des femmes, le développement du champ du martyr, le développement du champ sémantique de la dictature, etc., etc. Donc, il semble, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'inclusion et la promotion d'un discours plus égalitaire par les responsables médiatiques et politiques, ça résulte davantage de stratégies de présentation de soi que d'une réelle volonté de renverser le statu quo ou de renverser le paradigme des violences faites aux femmes. Donc, les déclarations qui font de la lutte féministe une cause nationale, que ce soit dans l'espace médiatique ou public ou politique, ça relève avant tout de stratégies communicationnelles qui ne doivent donc pas occulter les mécanismes d'inertie très puissants qui continuent d'être à l'œuvre tant dans les champs politiques que médiatiques. Voilà, je vous remercie infiniment de votre attention. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter cette communication, autant que j'en ai pris à vous la présenter. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez plus de questions ou si vous voulez qu'on revienne sur un point. Je reste à votre entière disposition et j'espère qu'on aura très bientôt l'occasion d'échanger de façon plus interactive et en visu. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.